Au sud du sultanat d'Oman, le Boswellia sacra produit une gomme qui ensorcela pharaons, rois et empereurs pendant des millénaires. Une résine aromatique légendaire qui valait le prix de l'or durant l'Antiquité. Synonyme de traversée du désert ou de grandes odyssées maritimes, les routes de l'encens fascinent toujours depuis le premier bateau à destination de l'Égypte qui partit près de 3000 ans avant Jésus-Christ. L'encens était utilisé pour embaumer les momies des pharaons et honorer les dieux des temples. Dans la Bible, les rois mages venus d'Orient offrent à l'enfant Jésus de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Des caravanes de 2000 dromadaires et 500 hommes acheminaient alors leurs précieuses cargaisons vers les empires méditerranéens, grecs et romains. Les routes terrestres traversaient la péninsule arabique en longeant la côte ouest pour minimiser la traversée de l'inhospitalier désert du Roub al-Khali, ou quart vide, qui occupe un quart de l'isthme du Moyen-Orient. C'est depuis Mascate que j'entame ma route de l'encens à travers ce sultanat, vers les lieux de récolte dans le sud du pays. Au Dhofar, à travers le désert, protégé par une multitude de forts crénelés qui assuraient la sécurité des caravanes. Une route bercée par le parfum des dieux, dans laquelle je m'élance à travers une fumée épaisse et envoûtante, dont les volutes unissent depuis l'Antiquité la terre au ciel, le mortel à l'immortel. Capitale du pays depuis le XVIIIe siècle, Mascate bénéficie d'un emplacement spectaculaire, dans un renfoncement des contreforts de l'Adjar, ce massif de montagnes qui traverse tout le nord du pays et fait face aux eaux bleues saphirs du golfe d'Oman. En 30 ans, Mascate a connu un développement sans précédent. La capitale du sultanat, dont le nom signifie « lieu de mouillage », est en effet passée de l'état de petite cité maritime à celui de ville aux infrastructures ultramodernes. Mascate, ville d'1,5 million d'habitants, dont 45% d'expatriés, s'étend sur un périmètre important. D'ouest en est, ces quartiers couvrent une centaine de kilomètres, égrénant des rangées de maisons blanches de part et d'autre de la voie express qui traverse la capitale. Les gratte-ciels sont absents du paysage de la ville. Les règles d'urbanisme précisent qu'aucune construction ne doit cacher les montagnes. Les jardins et espaces verts sont fréquents dans la ville. Elle est régulièrement récompensée comme une des villes les plus propres au monde. Au milieu de la ville se trouve la grande mosquée du sultan Qaboos. Elle est inaugurée en 2001, après 6 ans de travaux. Le sultan Qaboos avait pour ambition d'en faire la plus grande mosquée du sultanat. Après 7 ans de travaux, elle peut à présent réunir jusqu'à 40 000 fidèles lors de la prière. Son dôme central fait 50 mètres de haut. Il est entouré de 5 minarets représentant les 5 piliers de l'islam. Le plus haut atteint 91,5 mètres. Un lustre de 8,5 tonnes et illuminé par 1122 lampes trône au milieu de la grande salle de prière qui peut accueillir à elle seule 20 000 croyants. La grande salle de prière possède le deuxième plus grand tapis du monde, pesant pas moins de 21 tonnes. Il ne fallut pas moins de 600 tisserandes pour réaliser les 1,7 milliard de nœuds nécessaires à son élaboration. La grande mosquée est à l'image du pays, un savant mélange de tradition et de modernité. L'islam est bien évidemment la religion dominante, même si tous les cultes sont présents à Oman. Au moment du schisme entre sunnites et chiites au 7e siècle, une troisième branche de l'islam est née. L'ibadisme en est aujourd'hui le principal héritier.
Les ibadites sont souvent décrits comme les démocrates de l'islam. Pour les premiers ibadites, le calife devait être élu sans distinction de rang. Le commandeur des croyants devait être choisi pour sa vertu, son savoir et sa piété, et non pour son appartenance à la tribu de Mohammed comme chez les sunnites ou à sa famille comme chez les chiites. Le sultanat d'Oman est le refuge de cet islam érudit et raffiné, pratiqué par moins de 1% des musulmans dans le monde. Il me tarde à présent de visiter le souk pour enfin voir l'or blanc. Le souk se trouve dans la grande baie de Moutra, juste derrière le port de Mascate, qui est gardé par 2 forts. Ces constructions portugaises du XVIe siècle témoignent du rôle stratégique que tenait ce port de commerce. Un brûleur d'encens monumental, qui forme l'un des emblèmes de Mascate, domine toute l'anse de Moutra, offrant un agréable point de vue sur la ville et les montagnes de l'Adjar. Dans le port se côtoient aussi bien des yachts dernier cri que des boutres traditionnelles. Ce sont ces bateaux qui parcouraient les mers, les cales chargées d'encens, et assuraient la circulation de cette matière entre les pays de la région et bien au-delà, jusqu'en Asie. Le port de Sour, qui est situé à l'est de Mascate, est le dernier endroit du sultanat d'Oman à perpétuer la fabrication des boutres traditionnelles. À Sour, l'essentiel des bateaux qui sortent des chantiers navals sont des boutres, également appelées dos, un bateau traditionnel au secret de fabrication ancestral. Ce chantier naval a plus de 70 ans. Il appartenait à mon père et à la famille. Quand mon père a vieilli, nous avons pris la relève et nous avons poursuivi son travail. Ce chantier naval est presque le seul qui reste dans tout le golfe Persique. Avant, il y avait plus d'une dizaine de chantiers navals dans la région. L'industrie de la construction navale existe ici depuis des siècles. Tout le commerce était basé sur le transport de l'encens. Autrefois, les commerçants voyageaient le long des côtes du golfe Persique et aussi vers l'Inde, l'Afrique et la Chine. Ils transportaient de l'encens de Salalah vers l'Égypte et vers la Chine. Ils restaient 8 à 9 mois en mer. Puis ils venaient ici, entretenaient leurs navires et partaient en Irak, au Koweït ou à Bahreïn. Maintenant, ce chantier est le seul à construire des navires en bois. Autrefois, les navires ne naviguaient pas à la voile, ils n'étaient pas mécanisés, ils utilisaient des rames. Ils utilisaient des rames tout au long du voyage, de la région du Dhofar vers l'Inde et la Chine. Dans quelques mois, nous aurons des navires plus grands et de formes différentes. Nous allons fabriquer un navire de forme ancienne et patrimoniale. Il naviguera de la ville de Sour vers la Chine et vers l'Afrique. Il suivra le même circuit que celui de nos ancêtres, si Dieu le veut. En continuant ma visite de la ville, je suis interpellée par une odeur qui ne m'est pas inconnue. Suivant ce parfum si particulier, j'arrive au souk. Aménagé dans une ruelle couverte mais aérée, ce souk, autrefois surnommé Dark Market, rassemble une myriade de petites boutiques proposant eau florale, poudre de bois parfumé, bijoux en argent, services à café traditionnels, des khanjars, ces poignards traditionnels à lame courbe, des tissus variés et surtout de l'encens. Je m'approche de l'échoppe de Ziad. Sa famille vit du commerce de l'encens depuis des générations.
L'encens est vendu à la pesée, selon la quantité que le client désire. Cette quantité, par exemple, pèse 1 kg. J'ai commencé à travailler dans le souk à l'âge de 9 ans. Nous avons loué ce magasin il y a longtemps, il y a 15 ans à peu près. Notre premier magasin était dans la ville de Salalah, où l'on vendait déjà de l'encens. Puis nous sommes venus ici. Le commerce de l'encens est prospère pendant les vacances, en janvier, février et mars. Pendant les mois de juillet et août, on vend moins. Les gens vont à Salalah. Les meilleures qualités restent celles de Salalah. Là-bas, on y trouve tous les types d'encens. Ici, il y en a moins. À Salalah, l'encens est abondant et de très bonne qualité, mais le prix est un peu plus élevé. C'est parce qu'il est de bonne qualité, comme celui-ci, et que ses grains sont gros. On trouve différentes sortes d'encens, des grands grains, des petits, et il y en a qui sont malléables et d'autres moins. Si vous voulez le meilleur encens, vous devez aller à Salalah. Suivant ses conseils avisés, je prends la route en direction du sud, vers la région du Dhofar, afin d'y découvrir la meilleure qualité de cet or blanc. Il est donc temps de quitter Mascate et de prendre la route sinueuse des montagnes en direction du sud. Ma prochaine étape est la ville de Bala. La route est bordée par d'innombrables forts qui veillent sur les habitants et témoignent dans l'histoire de la nécessité de protéger cette route marchande. J'arrive à Bala. Cette ville est réputée pour son fort, son souk, mais surtout pour ses poteries. Chez Saïd, il y en a de toute taille et de toute forme qui sèchent au soleil. Tradition millénaire, Saïd fait partie de l'une des plus vieilles familles de potiers de la ville. Il tient à m'initier à l'art de la fabrication des brûleurs d'encens, les magmars. Ce métier tend à disparaître avec le temps, mais Saïd est très attaché à sa conservation et tient à transmettre son savoir-faire. Il le transmet à de jeunes apprentis afin qu'ils prennent sa relève. L'artisanat de la poterie est l'un des plus anciens artisanats à Oman. Certains vestiges de poterie trouvés ici datent de plusieurs milliers d'années, de 3000 ans avant Jésus-Christ. On a trouvé des restes de fours anciens qui étaient enfouis ici depuis des centaines d'années. Ces découvertes témoignent que l'artisanat de la poterie existe depuis l'Antiquité à Oman, et particulièrement à Bala. Autrefois, l'artisanat de la poterie existait dans toutes les régions d'Oman. La poterie connaît un regain d'intérêt de la part des jeunes, mais les personnes âgées n'y travaillent plus. Je suis le plus âgé à encore exercer ce genre d'artisanat. Les autres sont tous de jeunes apprentis que je forme. Cette argile provient d'ici, de la région de Bala. C'est le matériau qu'on utilise dans cet artisanat. Dans nos maisons, nous utilisons tous ces objets. Nous utilisons de l'encens dans les maisons pour donner une odeur agréable et qui n'est pas artificielle. L'encens d'Oman est considéré comme l'un des meilleurs encens. Nous pouvons consommer 1 kg d'encens par mois. Des fois 2 kilos ou 1,5 kg d'encens. Ce n'est pas beaucoup. Plus loin sur la route, je passe par le château de Jabrin.
Dès l'entrée dans la cour, je suis touchée par la pureté des lignes. Les couleurs ocre des murs qui tranchent avec ce ciel bleu, ce qui confère une très belle ambiance au lieu. Le château de Jabrin a été construit en 1670, pendant la période la plus prospère de la dynastie des Yaroubides. Les Yaroubides ont chassé les Portugais d'Oman et attaquèrent leurs possessions en Afrique, passant ainsi du statut de dominé à celui de colonisateur. L'établissement de comptoirs d'épices et d'esclaves, allant de Zanzibar à Mogadiscio et de Bahreïn au Pakistan actuel, contribuèrent à constituer la fortune des sultans d'Oman. Le château a été entièrement rénové dans les années 1980. L'intérieur du château est un parfait exemple de l'architecture traditionnelle omanaise, comme en attestent ses plafonds peints et ses moucharabiés en bois. Le château de Jabrin avait plusieurs fonctions. En plus de servir de résidence secondaire à l'imam Bilarab bin Sultan lors de ses déplacements. Il était également un lieu d'études astronomiques, une école coranique, une place forte et même une prison. Il pouvait accueillir jusqu'à 300 personnes dans son enceinte. Le toit-terrasse dispose de plusieurs niveaux où on accède via des escaliers depuis chacun des bâtiments. L'enceinte est bardée de murailles avec des créneaux et des meurtrières. Une partie accueille des canons. La vue à travers les fenêtres ou depuis le sommet du fort offre une vision à 360 degrés sur la Palmeraie. Au loin, on voit se dresser les montagnes de l'Adjar. J'approche de la ville de Nizwa. C'est la principale ville de cette région de montagne. Dans cette ancienne capitale du sultanat, le commerce des dattes est très important. De grandes foires aux dattes sont régulièrement organisées dans la ville. Mais c'est une autre spécialité qui m'attire. La halwa. Cette pâtisserie est très prisée des Omanais. On la déguste habituellement avec un café à la cardamone. La halwa de chez Al-Safi est réputée à travers tout le sultanat. Il gagne régulièrement des prix à chaque concours. Shams est le fils du fondateur de la pâtisserie Al-Safi. Il m'emmène dans le laboratoire où il fabrique la halwa. La halwa est une pâtisserie variée. Elle diffère en fonction de la qualité de ses ingrédients. La halwa a été traditionnellement mélangée à la main pendant de longues heures afin d'y incorporer tous les ingrédients. La modernité étant passée par là, ce sont des batteurs mécaniques qui remplissent maintenant cette tâche fastidieuse. Après la cuisson de la pâtisserie, on verse la halwa dans une grande marmite, puis on la sert dans de la vaisselle choisie par le client. L'estomac rassasié et les papilles comblées, je quitte Nizwa et ses environs pour les sommets du Djebel Shams. La route de montagne, aux nombreux virages, laisse ensuite la place à un immense plateau qui permet de rejoindre le Wadi al-Nakar. Le Djebel Shams est le point culminant du mont Adjar, mais également de tout le sultanat avec ses 3009 mètres d'altitude. Il est souvent surnommé Grand Canyon d'Arabie ou Grand Canyon d'Oman. Toutes ces montagnes regorgent de wadis. Ce sont des petits canyons qui résultent de l'érosion des pluies à travers les montagnes. Au-delà s'étend le désert à perte de vue par lequel remontaient les caravanes avec le précieux encens. Chaque habitation devait être proche d'un falage. Ce mot désigne historiquement des rigoles creusées dans le sol permettant d'irriguer les cultures dans les oasis et les champs avoisinants. Sans falage, point de récolte possible dans ce pays au climat désertique. Grâce à d'astucieux systèmes d'écluses, l'eau est distribuée tour à tour dans chaque parcelle de l'oasis pour un laps de temps défini. Chaque cultivateur paye en fonction de la durée d'arrosage nécessaire à sa parcelle.
Dans les oasis, ce sont principalement des palmiers dattiers qui sont cultivés. Et comme le disent les habitants de la région, le palmier vit les pieds dans l'eau et la tête au soleil. Les falages servent également au quotidien pour la toilette et pour laver le linge. C'est également une source inépuisable d'amusement pour les jeunes du village. Je dois à présent quitter les montagnes pour prendre la direction du désert de Wahiba afin de partir à la rencontre des Bédouins, ces habitants du désert qui ont guidé les caravanes d'encens depuis des générations à travers l'une des terres les plus hostiles au monde. Je suis accueillie par une famille de Bédouins. Le terme bédouin vient de l'arabe bad, qui signifie habitant du désert. Ils vont me prodiguer quelques conseils afin d'appréhender le désert. Ils me font découvrir leur quotidien de sédentaire. Je vérifie leur état de santé tous les matins. Je dois être avec eux. J'ai commencé ce métier à l'âge de 10 ans. J'accompagnais mon père à son travail. Il m'a appris ce métier et m'a fait profiter de son expérience. Je n'avais pas d'argent pour acheter des dromadaires, alors il m'en a donné quelques-uns. Il m'a dit « Ces dromadaires sont pour toi, garde-les et je me charge de toutes les dépenses ». J'ai aimé ce métier et je m'y suis beaucoup attaché. On leur donne quotidiennement des dattes et du foin, car les pâturages sont actuellement secs. Il y a quelques années, nous leur avons consacré un abri où ils sont nourris de foin et de dattes. Nous dépensons 350 rials omanais par mois, environ 800 €, et ça peut atteindre 2000 €. On dépense pour les dromadaires de course autant que pour nous-mêmes. Nos parents et arrière-grands-parents voyageaient à dos de dromadaires qu'ils chargeaient. Ce que mon père m'a appris, je le transmettrai à mes enfants à l'avenir. Aujourd'hui, tout est facile pour les jeunes. Tant que le sultan Qaboos est en vie, que Dieu le garde. Il nous a facilité la vie. J'ai commencé à faire du commerce à l'âge de 20 ans. C'est ainsi que je suis devenu autonome. En hiver, on prenait des dattes sèches, on les transportait sur les dromadaires, on suivait le chemin de Salane où on les vendait. Si on trouvait de l'encens, on le transportait et on le vendait aussi. Le commerce le plus difficile, c'était le commerce de l'encens. Parce que les gens se le procuraient au début de la saison de la récolte, ils le réservaient et le stockaient. Les lieux de récolte de l'encens étaient situés loin de chez nous. Alors nous arrivions en retard et son prix avait déjà augmenté.
Avec l'arrivée de l'été, on rentrait chez nous, on se reposait ainsi que les dromadaires. Pendant le voyage, nous devions être 3 personnes avec 9 ou 10 dromadaires. On était 3 à détenir le capital. Chaque associé en possédait une part. Moi, une somme d'argent, toi une somme, et l'autre une somme. Quand nous finissions notre commerce en été, chacun reprenait sa part du profit accumulé et rentrait chez lui. On désignait une personne qui gérait toutes les dépenses. Elle mettait l'argent dans un sac qui s'appelle abar. Cette personne gérait tous les comptes et s'occupait des négociations avec les commerçants. C'est ainsi qu'on achetait l'encens et d'autres marchandises. S'il vous arrivait un malheur et que vous perdiez votre marchandise, par exemple, les commerçants étaient tolérants. Ils vous aidaient. C'est ce qui nous est arrivé. On a eu une perte suite à une transaction. Et on nous a dit de payer ce qu'on pouvait, sans nous ruiner. Ici, tous les échanges financiers et commerciaux sont basés sur l'honnêteté et le respect de l'autre. Après le désert de Wahiba, il faut traverser le désert de Roub al-Khali, qui signifie littéralement « grand vide ». C'est la plus vaste étendue de sable au monde, des dunes de sable qui s'étendent à l'infini, au-delà des frontières du Yémen et de l'Arabie saoudite. Même les Bédouins ne s'y aventurent pas en été. Il y fait plus de 60 degrés. Fouler l'Atlantide des sables, faire la longue traversée du désert, emprunter ce chemin originel de l'encens vers l'Égypte à dos de dromadaire provoque de vraies émotions. Une sensation unique de parcourir l'histoire dans les pas des caravaniers. C'est maintenant l'élevage de dromadaires de course la principale activité de la région. Le sultan Qaboos a beaucoup aidé à préserver cette tradition bédouine. Il a contribué à construire une grande partie des infrastructures et il aide au financement des élevages. Nous pratiquons l'élevage de dromadaires parce que nous aimons ce métier et parce que nous aimons les dromadaires. Les dromadaires sont une source de vie pour les Bédouins. Ils consomment leur viande et en offrent à leurs invités. Les dromadaires sont aussi une source de lait pour nourrir les enfants et un moyen de transport. On possède aussi d'autres animaux, comme des moutons ou des chèvres. Abid Al-Wahebi est ingénieur agronome, mais il passe tout le temps qu'il peut avec ses dromadaires. Il est originaire de la province de Toumraït, au cœur de la région du Dhofar. Nos grands-parents et arrière-grands-parents ont vécu longtemps dans le désert de Roub al-Khali. Certains d'entre eux ont vécu dans la province de Toumraït et ses environs. La province de Toumraït est une région bédouine. C'est la terre d'origine des Bédouins du Dhofar. De nos jours, les dromadaires sont honorés. Autrefois, nos ancêtres les utilisaient comme moyen de transport. Il était temps de leur rendre hommage et de leur fournir le confort et la sécurité qu'ils méritent. Maintenant, l'élevage de dromadaires est devenu une passion. On les aime, on prend soin d'eux, on les déplace vers d'autres domaines. On les sort pendant l'après-midi et on les entraîne à la course selon des distances déterminées en fonction de leur âge. Par exemple, si le dromadaire est très petit, on lui fait courir une distance de 2 km aller et 2 retours. L'entraînement est tantôt intense et tantôt léger. Chaque catégorie d'âge a un entraînement spécifique. Nous, on dresse les dromadaires et on les entraîne. Certains réussissent dans les concours et les courses, d'autres non.
Actuellement, dans les courses, on utilise les robots jockeys à la place des jockeys humains. En effet, les dromadaires démarrent de façon très vive. Parfois, les cavaliers sont renversés, blessés ou fatigués lors des longs parcours. C'est pourquoi on a créé ces robots. Autrefois, pendant la course, les cavaliers étaient exposés au risque de chute, de blessures, de fractures et de mort. Un haut-parleur est placé dans le robot pour parler aux dromadaires. Il y a aussi un appareil connecté à un bâton qui donne des coups de cravache afin de propulser le dromadaire. On l'entraîne à réagir quand il reçoit les coups de cravache. Ces derniers le font bouger. Nous avons eu le meilleur timing dans des courses à l'étranger, comme à Abu Dhabi par exemple, et également ici, au Sultanat d'Oman. On a aussi participé au concours des meilleurs dromadaires. Et on a eu 15 voitures en guise de récompense. Nous adorons ce métier parce que nous l'avons hérité de nos parents et grands-parents. Il nous permet de faire connaître notre patrimoine culturel. Son voisin Ali, voyant mon intérêt pour la culture omanaise, me propose de le suivre dans son travail de récolte d'encens. Ces arbres à encens se trouvent tous dans la province du Toumraït, dans la région du Dhofar. En effet, sur le plateau du Dhofar se trouve une savane désertique où poussent 5000 arbustes uniques dont la sève, recueillie et séchée, produit en se consumant ce parfum inimitable. C'est autour de cet arbuste endémique que se joue l'essor de toute la région. C'est un travail difficile. Pour la récolte dans les montagnes, il faut parcourir chaque jour une vingtaine de kilomètres à pied sur des pentes caillouteuses. Les chargements étaient portés par des ânes et des dromadaires. Maintenant, ce sont des 4x4 qui s'acquittent de cette tâche. J'ai commencé ce métier dans mon jeune âge. J'accompagnais des personnes plus âgées que moi, mon père et ses compagnons, lors de leur expédition d'extraction de l'encens. Je les regardais travailler et petit à petit, j'ai appris ce savoir-faire. Il m'expliquait comment faire pour ne pas trop inciser l'arbre, ne pas trop le vider et ainsi éviter qu'il meure. Il me disait que si l'arbre était abîmé, c'était parce que l'écorce avait été brutalement coupée, que ce n'était pas à cause d'un animal ou autre. Ce couteau, le mangaf, est fabriqué en bois de l'arbre d'encens lui-même. Cette forme permet de protéger la main et lorsqu'on veut couper l'écorce, on doit le faire de manière très précise, en 3 étapes. La première étape consiste à retirer une étroite bande d'écorce. Lors de la deuxième étape, on retire une bande un peu plus grande et lors de la troisième, une bande encore plus grande. Ainsi, on arrive à inciser l'écorce d'une manière précise et légère. En revanche, si on utilise des instruments pointus, on ne peut pas avoir un bon résultat.
De cette manière, on arrive à protéger la main et aussi l'arbre. Pendant la récolte, on doit également faire attention à la direction du vent. On doit inciser contre le vent et en face du soleil. Il y a des endroits dans l'arbre qui ressemblent à un petit ruisseau ou une petite vallée et dans lesquels coule l'encens quand on incise. On frappe aux bons endroits et de manière précise sans atteindre l'aubier de l'arbre et éviter ainsi de le détruire. Nombreux sont ceux qui travaillent dans l'encens, des centaines de personnes, produisant chaque année d'énormes quantités, généralement pas moins de 10, 20 ou 30 tonnes par an. Le rendement varie en fonction des conditions climatiques. L'arbre de l'encens aime la chaleur et le soleil. Plus il fait chaud, plus l'arbre se nourrit, respire et devient fort. Ali est un Djabali, une tribu de bédouins des montagnes qui vivent de la résine depuis toujours. Pendant l'Antiquité, l'encens se vendait pour un poids identique au même prix que l'or, en raison de son usage massif pour les cérémonies religieuses, ainsi que la préparation de parfums, de remèdes et de certaines spécialités culinaires. Le Boswellia sacra, ou arbre à encens, représente pour lui une source de revenus, un lien indéfectible avec son patrimoine et le sentiment de participer à une histoire qui fut mythique. La quantité d'encens obtenue dépend du climat et non de l'arbre lui-même. Par exemple, cette année, il peut donner 10 kilos et la deuxième année 20 kilos. On récolte l'encens de plusieurs arbres et on obtient des graines de formes variées. Elles ont la même odeur, mais leur qualité diffère. L'encens noir, par exemple, n'est pas beaucoup apprécié. Son prix est assez bas, car il est de moins bonne qualité. Quant à l'encens de meilleure qualité, c'est l'encens blanc. Le prix de l'encens de meilleure qualité est de 20 rials omanais, environ 50 €. Pour une qualité secondaire, c'est environ 15 €. Et pour une qualité moindre, c'est environ 10 €. Parfois, l'acheteur demande une très grande quantité d'encens brut. Alors nous la lui vendons et c'est à lui de la nettoyer et de la trier. Nous ne faisons pas de gros bénéfices parce que nous devons laisser à l'acheteur sa part du profit. Ali vend une partie de sa production à Salalah. Il me propose de l'accompagner au souk vendre sa récolte du jour. Au souk Al-Husn, des effluves d'encens se répandent dans les allées. Sur les étals, des sacs remplis de pierres d'encens aux superbes couleurs qui varient selon leur qualité. Rouge, verte, blanche, jaune. C'est chez Oumaïtam qu'Ali vient vendre sa récolte. Bonjour. Bonjour. Laisse-moi le sentir. Dieu te bénit. Au revoir. Dieu vous bénisse. Au revoir. Ce marché est très ancien. Nos ancêtres y ont travaillé et ils l'ont fait vivre. Nos grands-parents y vendaient des dattes et du miel depuis longtemps.
Nous achetons de l'encens auprès des commerçants, puis nous l'ouvrons, le nettoyons et le purifions. On trie cet encens, on sépare le blanc du noir et la croûte et les grains fins. Pour nous, il ne s'agit pas seulement d'un commerce, mais aussi d'un patrimoine. Depuis l'âge de 18 ans, je travaille dans le commerce de l'encens. Toutes les vendeuses sont un peu alchimistes. Elles mélangent la résine au bois de santal, à la myrrhe, aux huiles de rose ou de musc. Jetées sur les braises des brûle parfums, les compositions diffusent leurs effluves dans le souk, dans une épaisse fumée. Les Omanais continuent de chasser les mauvais esprits de leur maison en y diffusant de l'encens. La vente de l'encens est ici une affaire de femmes. Des femmes voilées entièrement vêtues de noir et dont seul le regard dépasse, ou, dans les magasins plus modestes, des descendantes des esclaves africains, témoins du temps où Oman était une puissance coloniale, à Zanzibar et à Mombasa. La peau noire, un fin anneau en or ciselé dans le nez, ces dernières laissent leur visage dégagé, portant seulement un voile coloré sur la tête. Sur les conseils d'Ali, je m'arrête chez Nala, une spécialiste de tout ce qui touche au boswellia. L'encens est très demandé par les gens parce qu'il guérit de plusieurs maladies. Il vous soulage quand vous l'utilisez. Dès que vous le prenez, la douleur s'estompe. Il soigne beaucoup de maladies. On prend l'encens comme ça, et par la bénédiction de Dieu, on le met dans de l'eau et on le boit le matin avant de manger. On le barate comme ceci, on le laisse macérer et on le boit tôt le matin. Il soigne les infections de la gorge, les maladies respiratoires, il guérit des douleurs et procure un apaisement. On le boit dans un verre ou dans une bouteille, on en boit la quantité qu'on veut et s'il ne vous fait pas du bien, il ne vous fait quoi qu'il arrive pas de mal. Certaines vendeuses jurent que le boswellia protège aussi le tractus gastro-intestinal, est bénéfique pour l'asthme, améliore les fonctions cognitives, combat les maux de tête, l'anxiété et la dépression, protège le foie et aide également dans la lutte contre le cancer. Une fois par an, le Dhofar connaît un véritable miracle. Le kharif. Ce mot arabe désigne la mousson venant d'Inde qui touche cette région entre juillet et septembre. Pendant 3 mois, les pluies sont très présentes, alors que tout le reste des pays du Golfe enregistre des températures qui dépassent les 50 degrés à la même période. Ce microclimat transforme les montagnes du Dhofar en paysages verdoyants, percés de cascades souvent spectaculaires, formées par la crue brutale des wadis qui composent des piscines naturelles. Ce microclimat attire des touristes de tous les pays voisins venant chercher la fraîcheur du Dhofar pour leurs vacances. Le Wadi d'Arba est l'une des pépites du Dhofar où l'on découvre de nombreuses sources et cascades. Entre mi-juin et début octobre, les cascades sont à leur maximum. Les montagnes qui forment le Wadi sont recouvertes d'une végétation parfaitement verte. Les Djabalis s'empressent d'y ramener leur bétail pour qu'ils puissent manger à leur guise et à volonté. S'il n'y avait la présence de dromadaires, on pourrait se croire en pleine transhumance dans des alpages suisses. La traversée de ces camélidés dans la brume peut paraître irréelle. On peut également être surpris de les retrouver sur les routes. Je ne peux quitter Salalah sans visiter les ruines d'Al-Balid. Les fouilles du site archéologique d'Al-Balid ont permis de mieux comprendre le fonctionnement de cette cité fondée 2000 ans avant notre ère. Il a été notamment dégagé du tumulus de ruines les restes d'une mosquée et d'un palais qui furent construits entre le XIIe et le XVIe siècle.
Je m'appelle Alexia Pavan. Je suis directrice du chantier de fouilles à Al Balid. Je travaille sur ce projet depuis 2016. Il s'agit principalement de mettre au jour et de consolider le Hosen. Le Hosen, c'est la citadelle, donc l'édifice le plus important du site. Et grâce à ce travail, on essaye de comprendre comment fonctionnait cette cité ancienne extrêmement importante et pourquoi elle était aussi importante. Le site est très grand, il fait 64 hectares. Pour une cité médiévale, c'était vraiment énorme. Et c'est assez compliqué de diriger les fouilles sur un site aussi vaste. Donc on a décidé de se concentrer sur quelques endroits clés. On a commencé par la grande mosquée qui se trouve ici. Parce que c'était le bâtiment religieux le plus important du site, bien sûr. Après, on a fouillé toute la partie sud, celle qui est juste au bord de l'océan, afin d'étudier les structures défensives et la jetée, car c'était un port très important. Donc cela nous permet de mieux comprendre le fonctionnement des activités maritimes. Et pour finir, on a décidé de se concentrer sur le palais, où siégeait le pouvoir. C'était la résidence du souverain, mais aussi le lieu où les gens venaient pour se défendre. Donc c'était vraiment l'un des endroits les plus importants de la cité. Intramuros, il y avait les bâtiments les plus importants, les maisons des riches, des marchands fortunés. Mais le souk lui-même se trouvait en dehors des murs de la cité. C'est le quartier où étaient stockées toutes les marchandises qui arrivaient et qui partaient de la cité. Alors quel genre de marchandises? La plus importante, c'était l'encens. L'étude des textes arabes de l'époque a permis d'établir que Balid vivait du commerce de l'encens. Là, on est en plein milieu de la côte sud de la péninsule arabique. Donc c'était un endroit crucial pour le commerce. Les bateaux étaient obligés de s'y arrêter, parce que leurs équipages avaient besoin d'eau et aussi d'un port protégé pour faire escale et échanger leurs marchandises. Et ce site a une caractéristique vraiment particulière, c'est qu'on y a trouvé beaucoup de bois de bateau. Et ce bois a été recyclé dans l'architecture. Parfois, les gens en avaient besoin pour former des lignes horizontales ou consolider les murs. Ils se servaient de ce qu'ils avaient sous la main. Et le bois de palmier qu'on trouve ici n'est pas très adapté pour ça. Donc ils récupéraient le bois des bateaux qui devaient se faire réparer et ils le réutilisaient. C'est une mine d'informations pour les archéologues, parce qu'on peut analyser le bois pour déterminer la date. Et aussi, ça nous donne plein de renseignements sur les techniques de construction navale dans l'océan Indien au Moyen-Âge. C'est très rare de trouver des vestiges de bateaux sur ce genre de site, parce que sur les côtes, l'humidité empêche la conservation du bois. Mais dans certains endroits, le sable a agi comme une enveloppe hermétique. Et on a retrouvé des morceaux de bois intacts, avec les trous et les cordes de noix de coco utilisées pour les réparations. Bref, une véritable mine d'informations. Et on a aussi trouvé une belle collection de poteries chinoises, magnifique et complète. On adore faire des fouilles et on adore trouver des choses. L'histoire de ce site a commencé il y a très longtemps. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'eau. Donc jusqu'à l'âge de bronze, c'est-à-dire moins 3000 avant Jésus-Christ, il y avait beaucoup de gens qui venaient ici. C'était une région très riche en ressources, donc un endroit idéal pour s'installer. La cité que vous voyez aujourd'hui a été bâtie aux alentours de l'an 1000. Mais ça ne veut pas dire que le site n'était pas occupé avant. La période la plus importante va du XIIIe au XVe siècle. On a retrouvé beaucoup de traces archéologiques de cette période. Et on a aussi des témoignages. Marco Polo, par exemple, est venu ici. Il s'en souvenait comme d'un port très animé. Il a évoqué les chevaux arabes, l'encens. Donc un certain nombre de récits témoignent de l'importance de cet endroit. Et ça a été comme ça jusqu'au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, Salalah est toujours un port important grâce à son emplacement stratégique, mais c'était déjà le cas dans le passé. C'est un lieu qui a une histoire très riche.
Au petit matin, je suis accueillie par les pêcheurs du port de Mirbat qui, comme au temps du commerce de l'encens, continuent à naviguer avec les antiques boutres qui se sont très peu modernisées à travers le temps. L'activité du port est maintenant tournée vers la pêche, qui représente la principale ressource des marins. J'embarque avec eux, tels les premiers navigateurs. Au loin, je vois s'éloigner la plage de Mouxal. Je laisse derrière moi cette mer turquoise qui vient s'échouer sur le sable blanc. Les dromadaires et les boutres qui voguent au loin, comme le faisaient les premiers bateaux chargés d'encens, 3000 ans avant Jésus-Christ. Toutes ces rencontres m'ont éveillée sur l'infinie richesse du patrimoine omanais, ainsi que sur l'hospitalité légendaire de ces habitants du désert qui ont su préserver leur artisanat et leurs traditions.